Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sérieusement sur le cyberespionnage qu'on attribue à la Chine. On a pas mal de sources, des articles de presse, des analyses d'experts, des rapports de sécurité. Oui, on a essayé de compiler pas mal de choses pour avoir une vue d'ensemble. Exactement. L'objectif, c'est de comprendre un peu les motivations derrière tout ça, les méthodes utilisées, l'ampleur réelle, et puis aussi comment Pékin gère la réaction internationale, quoi. C'est ça, parce que c'est clair, le cyberespace, pour la Chine, c'est devenu un outil stratégique majeur. Au service de quoi, principalement? La croissance économique, j'imagine. Oui, en partie. L'espionnage industriel, ça vise beaucoup les entreprises, surtout en Asie et en Occident, pour récupérer des technologies. Mais il n'y a pas que ça. Ah non. Non, il y a aussi toute la dimension, disons, puissance régionale et militaire. L'espionnage vise aussi les armées, les gouvernements, là encore, surtout l'Occident. D'accord. Donc, double objectif, économie et affirmation géopolitique. Intéressant. Alors, si on creuse un peu les motivations, qu'est-ce qui ressort des sources ? Plusieurs choses. D'abord, cette idée de combler un retard technologique perçu et une certaine vulnérabilité militaire. Certains analystes font même le lien avec des écrits assez anciens, comme La guerre hors limite, qui date de 98 déjà. Ah oui, cette idée d'utiliser tous les moyens, y compris non conventionnels. Exactement. Ensuite, il y a le soutien à la croissance économique, c'est indéniable. Les plans quinquennaux chinois, ils définissent des secteurs prioritaires, la tech, le biomédical, l'énergie, et l'espionnage, ça aide à atteindre ces objectifs plus vite. D'une certaine manière, voler la recette pour aller plus vite que de chercher à l'inventer soi-même. Voilà. Mais il y a une motivation qui est souvent mise en avant, par exemple par le FBI aux États-Unis, c'est la stabilité du régime communiste. La priorité numéro 1, donc. C'est ce qu'ils disent, oui. Assurer la pérennité du parti. Et dans cette logique, l'acquisition de technologies étrangères, c'est vu comme une nécessité, une exigence de sécurité nationale. D'accord. C'est vu comme vital pour le régime lui-même. Fascinant. Et comment ils s'y prennent concrètement ? On entend souvent parler d'attaques massives. Oui, alors, il y a eu des affaires assez médiatisées. Mandiant, une grosse boîte de cybersécurité, avait identifié dès 2013 des unités militaires chinoises, comme la fameuse unité 61-398. C'est celle qui était basée à Shanghai, c'est ça ? Tout à fait, accusée d'avoir volé des quantités astronomiques de données, des terabits à des centaines d'entreprises, surtout américaines. Et les États-Unis avaient réagi, Oui, en 2014, le département de la justice a même inculpé 5 officiers chinois de cette unité. C'était une première, assez symbolique. D'accord. Donc des actions directes menées par l'armée. Mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Non, loin de là. On parle beaucoup des APT, les Advanced Persistent Threats, ou menaces persistantes avancées. C'est un peu le terme technique. APT, ça veut dire quoi en pratique ? Mais ce sont des groupes de hackers, souvent soutenus par un État, qui mènent des campagnes d'espionnage très ciblées et sur la durée. Ils s'infiltrent dans les réseaux d'une organisation et y restent parfois des mois, voire des années, pour exfiltrer des informations discrètement. Et on a des noms de groupes liés à la Chine. Oh oui, les chercheurs en cybersécurité leur donnent souvent des noms de code. On entend parler de Stone Panda, Bronze Butler qui cible beaucoup le Japon, Stockfly en Corée du Sud, Emissary Panda en Asie centrale et Russie, ou encore Lotus Blossom, Platinium, Mofang en Asie du Sud-Est. La liste est longue. Et ils utilisent quoi comme méthode, ces groupes APT ? Des logiciels malveillants, sur mesure, souvent très sophistiqués, des backdoors, des portes dérobées pour maintenir l'accès. On a découvert des trucs assez incroyables, comme des systèmes d'écoute installés physiquement dans le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, un bâtiment offert par la Chine. Ah oui, cette histoire avait fait grand bruit. C'est carrément de l'espionnage physique, là. Oui, ça montre que ça va au-delà du simple piratage informatique à distance. Et il y a aussi, bien sûr, l'espionnage industriel très ciblé, la rétro-ingénierie. La rétro-ingénierie, c'est-à-dire démonter un produit pour comprendre comment il marche et le copier. C'est ça. Voler les plans, les secrets de fabrication. Les sources donnent l'exemple du chasseur chinois J-15. Il y a de fortes suspicions que ce soit une copie du Su-33 russe, obtenue après l'achat d'un prototype. Et dans le civil aussi ? Absolument. L'affaire General Electric est assez parlante. Un ingénieur d'origine chinoise naturalisé américain, Zheng Tiaoqing, a été condamné pour avoir volé des secrets industriels sur les turbines à gaz et à vapeur. Et comment il a fait ça ? Apparemment, il a utilisé la stéganographie. C'est une technique qui permet de cacher des fichiers secrets à l'intérieur d'autres fichiers qui ont l'air tout à fait normaux, comme une photo de coucher de soleil par exemple. Il envoyait ça par email, ni vu ni connu. Malin ? Ou plutôt très inquiétant ?
Ça montre aussi l'importance de la menace interne. Tout à fait. D'ailleurs, les cibles ne sont peu que les grandes entreprises elles-mêmes. Ils visent aussi systématiquement les sous-traitants, les fournisseurs, toute la chaîne d'approvisionnement. C'est souvent plus facile d'entrer par la petite porte. Une stratégie globale, donc. Et qui sont les acteurs derrière tout ça? L'armée, les services de renseignement? Oui, principalement l'Armée populaire de libération, le ministère de la Sécurité d'État, le MSS, mais pas seulement. Il y a aussi des sociétés de sécurité privées chinoises qui agissent un peu comme des mercenaires du cyber. Des sous-traitants en quelque sorte? On peut voir ça comme ça. Des groupes comme Menupass Team ou Youpies Team ont été liés à des campagnes d'intrusion pour le compte de l'État chinois. Et puis il y a aussi des hackers plus indépendants, des patriotes peut-être, ou simplement des gens qui travaillent sous contrat. Ça fait beaucoup de monde potentiel. Cule parfois, même si elle est difficile à vérifier, parle de 600 000 personnes qui travailleraient de près ou de loin dans le secteur du renseignement et de la sécurité en Chine. 600 000. C'est colossal. On a une idée de comparaison avec d'autres pays, juste pour l'ordre de grandeur. C'est souvent présenté comme un chiffre illustrant l'ampleur de l'effort chinois, mais les comparaisons directes sont délicates et rarement fournies dans les sources publiques. C'est plus pour marquer les esprits, je pense. D'accord. Et au niveau des techniques, plus précisément, on a parlé de logiciels malveillants, de stéganographie. Il y a le grand classique, l'hameçonnage ou phishing, envoyer des emails piégés pour que la cible clique sur un lien ou ouvre une pièce jointe infectée. C'est simple, mais ça marche encore étonnamment bien. Même sur des cibles importantes. Oui, même sur des cibles bien protégées. L'ingénierie sociale est très poussée. Ils vont exploiter aussi les vulnérabilités connues dans les logiciels, parfois très rapidement après leur découverte. On a vu des vagues d'attaques massives sur des failles Microsoft Exchange, par exemple. Le temps que les entreprises mettent à jour leur système. Exactement, c'est une course contre la montre. Il y a aussi la compromission de la chaîne d'approvisionnement, comme je disais. Infecter un logiciel légitime chez un fournisseur pour atteindre tous ses clients. Ça, c'est particulièrement vicieux. Oui. Et puis, il y a le recrutement d'initiés, des employés qui ont accès à des informations sensibles. L'affaire récente du sergent américain Corbin Schultz accusé d'avoir vendu des informations militaires classifiées en est un exemple. Et comment ils les approchent, ces initiés potentiels? Les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn sont énormément utilisés pour identifier des profils intéressants dans des secteurs clés, établir un contact, proposer des collaborations, des conférences en Chine, et petit à petit essayer d'obtenir des informations. Une approche très méthodique sur le long terme. C'est ça. Si on récapitule les cibles, alors c'est qui est visé principalement? C'est extrêmement large. Côté entreprise, tout ce qui touche à la haute technologie, la défense, l'aérospatiale, l'énergie, y compris le nucléaire et les renouvelables, les télécommunications, la pharmacie, les biotechnologies. En gros, tous les secteurs stratégiques pour l'économie du futur. Voilà. Mais aussi des secteurs plus inattendus parfois, comme l'industrie du jeu vidéo, pour voler du code source ou des secrets de développement. Ah bon? Même les jeux vidéo? Oui. Géographiquement, les entreprises américaines, européennes, japonaises, sud-coréennes sont clairement en première ligne. On a cité General Electric, mais la liste est très très longue. Et pour les cibles gouvernementales et militaires? Là aussi, c'est vaste. Les infrastructures critiques américaines sont une cible récurrente. On parle des réseaux électriques, des systèmes d'approvisionnement en eau, des réseaux de communication, notamment sur des bases militaires stratégiques comme à Guam dans le Pacifique. Avec quel objectif? Espionnage ou potentiel de sabotage? Les deux, probablement. Savoir comment ça marche, c'est déjà une forme de pouvoir. Et puis il y a le vol de données sur les systèmes d'armement américains. Des infos sur le chasseur F-35, le F-18, les missiles Patriot, le système de défense navale Aegis. Tout ça a été mentionné dans différents rapports. Ça touche le cœur de la défense américaine. Oui, les données du Pentagone lui-même, du Trésor américain, des institutions bancaires, des services diplomatiques, et même les universités qui mènent des recherches sensibles, notamment pour l'armée comme le MIT ou Woods Hole pour l'océanographie militaire. Personne n'est épargné, en somme. C'est l'impression qui se dégage. Il faut ajouter les organisations internationales, on a parlé de l'Union africaine, mais l'Organisation de coopération de Shanghai ou l'ASEAN, l'Association des nations d'Asie du Sud-Est, sont aussi des cibles probables. Et enfin, une catégorie un peu différente, mais importante pour Pékin. Oui, dissidents et les groupes considérés comme une menace par le régime. Ce que Pékin appelle les 5 poisons. Les militants ouïghours, les Tibétains, le mouvement spirituel Falun Gong, les partisans de la démocratie en Chine et les défenseurs de l'indépendance de Taïwan. Eux sont constamment sous surveillance et ciblés par des cyberattaques. D'accord. Le tableau est impressionnant par son ampleur. L'ancien directeur de la NSA américaine, Keith Alexander, avait eu cette phrase choc, le plus grand transfert de richesse de l'histoire.
Oui, ça date un peu, mais ça avait marqué les esprits et ça résume bien l'impact économique tel qu'il est perçu, en tout cas en Occident. C'est vu comme une concurrence déloyale massive. Comment l'Occident a réagi, justement, face à cette prise de conscience? Les réactions ont mis du temps à se structurer, mais elles sont devenues plus fortes et plus coordonnées ces dernières années. On a vu les inculpations aux États-Unis, dont on a parlé. Oui. Il y a aussi eu de nombreux rapports publiés par le Pentagone, par les grandes entreprises de cybersécurité comme Mandiant, qui est maintenant chez Google, qui détaillent les modes opératoires. Et puis, des déclarations publiques de plus en plus franches. Par qui, par exemple? Par les chefs des services de renseignement des Five Eyes, l'alliance entre les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ils ont fait des sorties conjointes pour dénoncer l'espionnage chinois. Le patron du MI5 britannique, celui du JCHQ, l'agence d'écoute britannique, le BND allemand aussi, tous ont publiquement pointé du doigt la Chine. Un front uni, en quelque sorte. Oui, en 2021, il y a eu une déclaration assez forte d'une coalition de pays occidentaux qualifiant clairement ces activités de menaces majeures pour la sécurité nationale et économique. Il y a aussi des alertes régulières sur les tentatives d'ingérence politique via le cyberespace, au Royaume-Uni, en Australie. Et la Chine, face à ce mur d'accusations, quelle est sa position? Elle nie tout en bloc. C'est la ligne officielle constante, déni systématique. Ils parlent d'accusations sans fondement, de calomnie, de propagande anti-chinoise, de blabla. C'est leur rhétorique habituelle. Ils ne reconnaissent jamais rien. Très rarement, voire jamais publiquement pour les opérations d'État. Souvent, la stratégie est de renvoyer la balle. Ils accusent les États-Unis d'hypocrisie en rappelant les révélations d'Edward Snowden sur la surveillance massive de la NSA. L'arroseur arrosé, en quelque sorte. Voilà. Ils mettent aussi en avant leur propre loi contre le piratage informatique pour montrer qu'ils luttent contre la cybercriminalité. Les sources évoquent aussi une stratégie chinoise plus globale, appelée les 3 guerres. Les 3 guerres. C'est-à-dire? Guerre médiatique, guerre juridique et guerre psychologique. L'idée, c'est d'utiliser tous les leviers, la communication, le droit international, l'influence psychologique, pour modeler la perception internationale, contrer les critiques, défendre l'image d'une montée en puissance pacifique et surtout, éviter des sanctions économiques ou politiques trop lourdes. Une stratégie d'influence très pensée, donc. Tout à fait. Il y a bien eu des tentatives d'accord. Le plus connu, c'est l'accord sino-américain de 2015, sous Obama, où les 2 pays s'engageaient à ne pas mener de cyberespionnage à des fins commerciales. Et ça a marché? Les accusations de violation, notamment de la part des États-Unis, n'ont jamais vraiment cessé. Disons que l'efficacité est très débattue. Il y a eu aussi d'autres pactes de non-agression cyber, avec la Russie, le Royaume-Uni, un accord au sein du G20 en 2015. Mais leur application concrète reste floue. Donc beaucoup de déni public, une stratégie d'influence et des accords à l'efficacité douteuse. C'est un peu ça. Parfois, la Chine arrête quelques hackers sur demande américaine pour montrer sa bonne volonté. Mais ça reste ponctuel et ça ne touche probablement pas les opérations d'État. C'est intéressant, cette stratégie de gestion de l'image. Mais cette dépendance à l'espionnage, au vol technologique, est-ce que ça n'a pas des limites pour la Chine elle-même, à long terme? C'est un point très important soulevé par plusieurs analystes. Le fait de copier systématiquement, ça place la Chine dans une position de poursuivant. Elle est toujours en train de rattraper les autres. Elle ne devient pas leader en copiant. Exactement. Et puis, il y a la complexité de la rétro-ingénierie. Ce n'est pas parce que vous avez les plans d'un moteur d'avion hyper sophistiqué que vous savez le fabriquer avec la même qualité, la même fiabilité. Il manque le savoir-faire, l'expérience. Oui, la maîtrise des matériaux, des processus de production. Les difficultés persistantes de la Chine à produire ses propres turboréacteurs avancés pour ses avions de chasse, par exemple, en sont une illustration, malgré des décennies d'efforts et probablement beaucoup d'espionnage. Donc posséder l'information ne suffit pas toujours. Non. Pour devenir une véritable superpuissance technologique de premier plan, pour innover réellement, la Chine doit passer du vol et de la copie à l'innovation maison. Indigène. Et ça, c'est un défi immense. C'est un défi immense, oui. Culturel peut-être, politique aussi. L'innovation demande une certaine liberté, une prise de risque, une culture de la créativité qui peut parfois entrer en tension avec un système politique très contrôlé. Ce qui nous amène à une sorte de synthèse. On voit bien une stratégie d'État chinoise qui est tenace, complexe, qui utilise le cyberespace comme un outil multifonction, économique, militaire, politique. Oui. C'est clair, une stratégie persistante avec des moyens considérables et qui s'adapte. Et en même temps, Pékin déploie des efforts considérables en communication, en diplomatie, avec ses stratégies des 3 guerres pour gérer l'image et les retombées internationales de ses activités. Exactement. Les sources décrivent vraiment une opération à multiples facettes qui va du vol de propriété intellectuelle
à des choses potentiellement plus graves, comme le positionnement sur des infrastructures critiques qui pourraient servir un jour à des actions de perturbation. C'est un tableau assez complet et, il faut le dire, un peu préoccupant. Oui, la dimension systémique et l'ampleur sont ce qui frappent le plus. Alors, pour conclure, peut-être, on pourrait se poser une question qui reste ouverte. Oui, sûr. Si cette acquisition massive de technologies étrangères par l'espionnage a sans aucun doute permis à la Chine d'accélérer son développement de manière spectaculaire, est-ce que cette dépendance même ne risque pas de devenir, à long terme, un frein, un obstacle à ses propres ambitions de leadership mondial? C'est toute la question, en effet. Est-ce que cette stratégie, si efficace à court et moyen terme, ne l'oblige pas, paradoxalement, à rester dans l'ombre technologique de ceux qu'elle espionne? Et est-ce qu'un pivot vers une innovation vraiment autonome est possible, et à quel prix? Une interrogation fondamentale pour l'avenir de la Chine et pour l'équilibre mondial. Voilà matière à réflexion. Tout à fait. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Et à nos auditeurs, on vous dit à bientôt pour une prochaine analyse. À bientôt.